Bonjour, bonsoir tout le monde. Contente d'être avec vous ce soir. Je suis Barbara Demers, spécialiste en bien-être financier et fondatrice de l'Académie des finances personnelles. Et l'Académie des finances personnelles, c'est un centre de formation sur tout ce qui touche les finances personnelles. Et j'avais le goût ce soir de vous aider avec les hypothèques. Et j'ai invité Sandra Bonin, qui est courtier hypothécaire. Bonjour Sandra. Bonsoir Barbara, j'espère que ça va bien. Oui, merci. Merci beaucoup d'être là et de partager avec tout le monde. Qu'est-ce qui est important de connaître sur les hypothèques? Alors, ce soir, ce qu'on va regarder, excusez, je regardais mes notes et des messages en même temps. On va regarder ce soir quelle est la différence entre un courtier hypothécaire et une institution financière. On va regarder avant d'acheter une maison, évidemment, c'est important d'obtenir une préqualification. Et là-dedans, il y a les 5 C du crédit. Et ça, j'ai vraiment hâte que tu en parles parce que c'est important. Puis quand on les connaît, ben, on se prépare pour dire, ben oui, je vais être accepté pour une hypothèque. Et évidemment, on va parler de ce qui est intéressant au départ, les taux d'intérêt. Donc, on veut évidemment payer le moins cher, mais est-ce que c'est toujours la meilleure affaire? Donc, Sandra, je te laisse aller avec tout ça. Oui, ben merci Barbara pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi et tous nos auditeurs aussi ce soir pour faire un léger historique un petit peu d'où je viens. Donc, en fait, j'ai travaillé longtemps pour des institutions financières, justement. Donc, je faisais également, prêts réguliers, mais aussi des prêts hypothécaires, placements, etc. Et en 2014, j'ai décidé de vraiment aller à mes premiers amours, qui étaient vraiment les hypothèques. C'était vraiment ce que je préférais. Donc, je suis vraiment retournée faire mon cours, évidemment, pour devenir courtier hypothécaire. Et puis, donc, les courtiers hypothécaires sont membres de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc, on détient un permis d'exercice et on doit accumuler des unités de formation continue à chaque cycle pour s'assurer d'être toujours au niveau de nos connaissances. Et dans le fond, ça pourrait m'amener déjà à te parler un petit peu des différences peut-être entre les courtiers et le métier de courtier versus les gens qui travaillent en institution financière. Oui, Donc, c'est dans, très important de connaître la différence et où est-ce que le courtier peut amener finalement. Oui. Exactement. Donc, il faut comprendre que la personne qui travaille ou qui est employée d'une institution financière, que ce soit la personne qui est en succursale, que ce soit un conseiller en prêt hypothécaire qui est sur la route, on les appelle les démarcheurs hypothécaires. Donc, ils représentent quand même cette institution-là. Donc, moi, j'aime bien l'illustrer dans un espèce de carré de sable. Donc, eux, ils ont les règles de ce prêteur-là, ils ont les produits disponibles par ce prêteur-là et ils sont quand même limités. Euh, donc, à l'opposé, si on veut, au niveau du courtage hypothécaire, bien, nous, comme courtiers, on est vraiment un intermédiaire entre le client et entre les prêteurs. Donc, on a accès à plusieurs prêteurs, donc certains qui ont pignon sur rue, qui sont très, très connus. On a aussi accès à des prêteurs exclusifs au courtage. Donc, les gens ne peuvent pas faire affaire avec ces prêteurs-là s'ils ne passent pas par un courtier hypothécaire. Des fois, il y a des dossiers qui ont qualifié que c'est moins évident de qualifier avec nos prêteurs standards, virtuels ou pas. À ce moment-là, on a quand même des solutions avec des prêteurs alternatifs et on a aussi accès à des solutions au niveau des prêts privés, donc des prêteurs privés, mais qui sont accrédités par Multiprêt. Euh, donc, qui s'assure quand même, il y a une certaine éthique de travail et on ne fera pas de prêts privés dans des cas où on n'a pas de solution de sortie pour évidemment que le client revienne se faire financer soit en alternatif ou avec des prêteurs réguliers.
On a quand même accès à plusieurs prêteurs à ce niveau-là aussi. Évidemment, comme je suis courtier, je ne fais que de l'hypothèque. Donc, évidemment, mes connaissances sont quand même approfondies au niveau des produits, aussi hypothécaires sur le marché, mais aussi des différentes règles de tous ces beaux prêteurs-là. Donc, certains ne considèrent pas certains revenus. D'autres, au niveau des ratios d'endettement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on verra tout au long de la présentation ce soir comment de faire appel à un courtier peut faire des fois la différence eux aussi. Aussi, on se trouve à être un endroit, dans le fond, vous faites affaire avec une personne, puis dans le fond, le client économise temps et argent. Donc, au lieu d'aller cogner à une porte d'un prêteur et dire, bon, quel serait mon maximum, ensuite, va voir l'autre, à combien je pourrais acheter, c'est quoi vos critères, etc., d'aller vraiment avec un courtier hypothécaire peut accélérer le processus aussi. Oui, parce que toi, tu sais exactement où diriger la personne avec les connaissances du dossier de la personne. Exactement. Puis, donc, ça nous permet d'aller rapidement aussi évidemment, on ne va pas envoyer un dossier à 20 prêteurs différents. On va faire une sélection au préalable. On va faire quelques propositions aux clients en disant, ben voici tel prêteur qui correspond à tes besoins. Maintenant, c'est au client de prendre sa décision aussi au final. Donc, moi, je suis transparente là-dedans. Je dis, voici ce qu'il y en est, voici les caractéristiques. Donc, si pour un client, c'est important, je ne sais pas moi, les façons de payer plus vite l'hypothèque, on pourrait se diriger vers des prêteurs qui ont des options plus souples au niveau des remboursements, à titre d'exemple. Ça peut faire la différence. Donc, il ne faut pas nécessairement s'arrêter juste au taux d'intérêt. Des fois, ça va être 0,05 de plus, mais des calculs de pénalité vont être plus avantageux, à titre d'exemple, avec le prêteur qui chargeait un petit peu plus cher au niveau du taux d'intérêt, mais combien d'intérêts auront été économisés s'il y a un bris de contrat au bout du compte, souvent on en tient moins compte, mais ça peut être super important aussi. Il faut comprendre aussi les courtiers les hypothécaires. Dans le fond, mes services sont gratuits pour le client au niveau de tout ce qui est prêt standard avec les prêteurs réguliers ou les prêteurs virtuels qu'on les appelle. Dans le fond, je suis travailleur autonome, donc moi, je reçois une rémunération, oui, mais pas du client. Donc, c'est vraiment du prêteur une fois que la transaction est notariée. En fait, les prêteurs, pour eux, c'est un avantage dans le sens où ils n'ont pas besoin de mobiliser des ressources comme les employés, etc., pour les rémunérer, pour faire traiter les dossiers, les conseils des clients, les questions, services par la suite, etc. Donc, ils n'ont pas à faire de pub non plus. Donc, pour eux, de recevoir cette nouvelle clientèle-là, que ça a vraiment un avantage pour eux. Donc, à ce moment-là, c'est de cette façon-là que nous, on est rémunérés. Aussi, par mon intermédiaire, les clients ont accès quand même à mon réseau de professionnels de confiance, courtier immobilier, notaire, conseiller en placement ou en sécurité financière. Ça peut être des inspecteurs, évaluateurs. Donc, ça aussi, c'est important que le client se sente bien appuyé dans tout le processus. Et évidemment, on est très disponible, donc je ne sais pas si les gens peuvent témoigner, mais certaines fois, quand vous essayez de rejoindre quelqu'un à la banque, ça peut être assez difficile. Souvent, boîte vocale, les retours d'appel assez longs. Essayez de rejoindre quelqu'un quand vous êtes en plein magasinage, vous êtes stressé, vous allez faire une offre d'achat, c'est souvent les week-ends, les visites. Donc, comment rassurer le client? Bien, il sait qu'il peut me rejoindre au bout du fil, un texto ou quoi que ce soit. Donc, on est hyper disponible. Et aussi, bien, je ne suis pas sur le point de prendre ma retraite. Donc, techniquement, je suis comme la personne ressource à vie. Donc, n'importe quelle question que le client a par la suite avec son hypothèque, bien, je demeure quand même son point de référence. Et à ce moment-là, je suis prête à l'accompagner. Puis ça fait déjà quelques années que je suis dans le métier, donc j'ai eu à faire des renouvellements avec mes clients et c'est vraiment super le fun, la relation aussi qu'on développe. Donc vraiment gratifiant comme métier. Je ne changerai pas, de métier, en fait. Excellent. Dis-moi, Sandra, est-ce que ton Facebook, est-ce qu'il est allumé parce qu'on entend le son en double? Je pense que non. Non? OK. Non, je n'ai pas ça d'ouvert. C'est beau. Non, mais c'est correct. On entend le son en double quand tu parles. Mais là, c'est correct. OK. C'est drôle, hein? C'est ça.
Alors, maintenant, bon, là, tu viens de nous expliquer c'était quoi la différence de faire affaire avec un courtier hypothécaire et une institution financière. Super important. Puis d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je parlais avec une dame qui me racontait qu'elle s'était fait refuser une hypothèque à son institution financière. Donc, elle ne connaissait même pas les courtiers hypothécaires. Fait que je lui ai dit, ben, peut-être que si tu faisais affaire avec un courtier hypothécaire, que lui pourrait te trouver quelqu'un, un prêteur qui va accepter justement parce que le courtier a l'avantage de connaître toutes les règles. Là, la chose qui a le plus piqué ma curiosité quand tu m'en avais parlé, Sandra, c'était les 5 C du crédit. Donc, quand on fait une préqualification, évidemment, vous regardez des choses pour préqualifier et vous appelez ça les 5 C du crédit. J'aimerais beaucoup ça que tu m'en parles, s'il te plaît. Oui, bien, ça va me faire plaisir, Barbara. Si tu permets, je vais partager un écran Oui, euh, pour, pour la suite des choses. Donc, vous voyez l'écran, j'imagine? oui, absolument. Super. Donc, les 5 C du crédit, en fait, c'est quoi? En fait, c'est les 5 C, si vous les voyez à l'écran, là, crédit, capital, capacité, caractère, caution ou collatéral. C'est tiré vraiment de l'anglais. Donc, essentiellement, c'est ça. C'était vraiment des termes anglophones. Mais essentiellement, on peut trouver l'équivalence en français. Puis je vous dirais que en préqualification hypothécaire, on va vraiment regarder les 4 premiers C, en fait. Donc, crédit, capital, capacité et caractère. Et c'est ça, en prenant le bilan financier du client, en demandant certains documents, etc., on va venir avoir une vue d'ensemble du dossier. C'est sûr que le 5e point, qui est la caution collatérale, ça se trouve être la propriété qui va être achetée. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la préqualification, ce n'est pas une donnée qu'on a. Donc, on va vraiment faire un travail sur les 4 premiers C comme tel. Donc, on va voir que le crédit est très important, votre dossier de crédit. Le capital, on parle dans le fond, de la mise de fonds, la provenance, etc. Le 3e point, c'est au niveau de la capacité. Donc, oui, il y a des calculs de ratio d'endettement par rapport aux revenus et tout ça. Et le caractère, qui est plus dans le fond, quel est un peu le profil de l'emprunteur? Est-ce qu'il y a une stabilité? Donc, on va le voir un peu plus en détail. Le premier point étant le crédit. Vous avez sûrement entendu parler des fameuses cotes de crédit. Essentiellement, il y a 2 agences de crédit principales au Canada qui est Equifax et TransUnion. Donc, c'est là qu'on va tirer les fiches de crédit des clients, en fait. Le client, ce qui est important de savoir, c'est qu'il peut accéder à son propre dossier de crédit aussi. Donc, on le recommande, surtout avec les vols de données et tout ça. C'est toujours bon d'avoir une propre copie de son dossier de crédit. Donc, c'est gratuit d'une part et c'est sans impact sur votre cote non plus. Donc, toujours intéressant d'aller chercher votre dossier de crédit. Comme ça, on peut déceler des erreurs. Il y a souvent des erreurs et des choses comme ça. Et en même temps, ça vous permet de voir qu'est-ce que le prêteur voit sur vous aussi. Donc, est-ce que c'est exact? Donc, de là, l'importance de s'y prendre un petit peu d'avance en préqualification, parce que des fois, quand on a des changements à faire, ça peut prendre quelques mois pour que ça se reflète sur la cote. Donc, si je peux me permettre, Sandra, il y a plusieurs années, j'ai voulu faire un emprunt. Et à l'époque, ça fait très, très longtemps, les codes de crédit, on n'était pas sensibilisé au fait de vérifier notre code de crédit, le bureau de crédit. Alors, je viens me faire un prêt, puis moi, je sais que mon crédit est bon, tout est solide. Et pour la première fois de ma vie, on me refuse. Je commence ça. Et il y avait, c'est à cause du bureau de crédit, il y avait une erreur dans mon dossier et cette erreur-là a fait que je n'ai jamais pu faire l'emprunt et ça a pris effectivement plusieurs mois avant que ça se règle. Donc, c'est très important. effectivement, puis des fois, ça peut être des différences dans les noms, les prénoms, le nom de famille. Donc, des fois, soit qu'il manque d'informations, il y a des fiches séparées qui doivent être combinées. D'autres fois, c'est des erreurs, justement, des choses qui ne nous appartiennent pas.
Donc, c'est sûr que si on est en pleine offre d'achat, on sort un dossier de crédit parce qu'on n'a pas vérifié rien avant. Et là, c'est rock and roll parce qu'il y a un délai à respecter pour le financement, puis de faire des corrections et tout ça, c'est souvent hyper difficile de le faire dans les temps, dans la dizaine de jours prévus pour le financement. Donc, on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Surtout ces temps-ci, c'est assez difficile de pouvoir d'avoir une offre acceptée sur une propriété. Donc, autant s'y prendre d'avance au niveau d'une bonne préqualification. Donc, essentiellement, pour expliquer un peu la cote de crédit, les cotes varient entre 300 et 900, 900 étant la cote parfaite, la cote ultime. Mais essentiellement, règle générale, on aimerait que les dossiers, les cotes de crédit soient au-dessus de 680. Donc, ça vient nous permettre d'aller chercher le maximum d'emprunts possible et tout ça. C'est possible d'avoir, même si on a une cote un peu plus basse, d'avoir un emprunt aussi, mais grosso modo, je voulais juste vous dire, idéalement, on vise un 680 et plus de cotes. Et il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs cotes. Donc, quand le client sort sa propre cote de crédit, ce n'est pas la même que quand moi, je vais la sortir. Il y a une différence parce que le client, quand il demande son dossier de crédit ou sa cote, c'est vraiment dans un but informel ou informatif, tandis que quand moi, je le sors, c'est vraiment dans un but de financement. Donc, souvent, elle est un peu plus basse. Donc, ceci dit, la fameuse cote de crédit, c'est comme un algorithme. La recette secrète, elle n'est pas connue comme telle, mais on a certaines balises. Donc, pour mieux comprendre qu'est-ce qui fait bouger la cote à la hausse ou à la baisse, donc, il y a 5 petits points. Donc, on va survoler assez rapidement. Donc, au niveau des historiques de paiement, donc ça, c'est environ 35 de la cote. Donc, je les ai mis les points par ordre d'importance aussi. Donc, est-ce que vous, disons, vous avez une carte de crédit, super important de faire votre paiement minimum avant la date d'échéance indiquée sur votre relevé, même si c'est 10 il faut vraiment que le 10 entre avant la date d'échéance prévue, sinon ça vous fait un retard en dossier. Et si c'est votre seule carte de crédit ou votre seul crédit, ben c'est sûr que votre cote est plus affectée, évidemment. Est-ce qu'il y a eu des recouvrements? Est-ce qu'il y a eu des dettes radiées? Est-ce qu'il y a eu des comptes qui ont été fermés à la demande du créancier plutôt qu'à la demande du consommateur? Ça fait une différence. Est-ce que vous avez une proposition au consommateur ou proposition concordataire en dossier, soit passée ou actuelle? La proposition va rester en dossier 3 ans après la libération. Donc, une fois qu'elle est payée, il y a une date de libération qui est déterminée et ça va quand même être affiché à votre dossier de crédit pendant les 3 années suivantes. Si c'est une faillite, ça va rester en dossier 6 ans après la libération. Et règle générale, les prêteurs traditionnels, quand il y a eu proposition ou faillite antérieure, donc ce qu'ils demandent, c'est d'être libéré au moins depuis 2 ans avant de présenter une demande. Mais encore, on doit avoir refait le crédit avec 2 crédits différents, soit 2 cartes, une carte, un prêt, qui ont été émis après la date de libération et qui auraient été super bien payés rubis sur l'ongle pendant 2 années. Donc, grosso modo, après une proposition ou une faillite, dès qu'on est libéré, idéalement, aller chercher un ou 2 nouveaux crédits pour démontrer dans 2 années par la suite qu'on s'est bien rétabli et qu'on peut nous faire confiance de nouveau. Donc, ça rassure les prêteurs aussi à cet effet-là. Si jamais ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas tous ces éléments-là, si vous avez plus de 20 de mise de fonds, il y a certains prêteurs alternatifs qui acceptent des cotes de crédit plus basses ou des libérés, mettons, de 1 à 6 mois à titre d'exemple. Donc, on peut faire des dossiers, mais avec une mise de fonds plus importante. Deuxième point, donc le premier point, ça représentait environ 35 de notre cote qui est influencé par la façon dont vous remboursez le crédit. Deuxième point super important, moi je trouve que c'est vraiment, ça fait quand même un bon poids dans l'équation, c'est vraiment votre utilisation du crédit. Donc dans le fond,
On veut, idéalement, encore une fois, on ne voudrait pas que les soldes utilisés par rapport aux limites de crédit dépassent 35 %. Donc, techniquement, quand notre solde dépasse 35 % de notre limite, on commence à perdre des points. Je veux dire par là, Sandra, que si, exemple, j'ai une carte de crédit avec une marge de 10 000 il ne faudrait pas que je dépasse 3 500 c'est ça? C'est ça. Et aussi, je vous donne un exemple, si votre solde de carte de crédit est de 800 vous perdez moins de points si votre limite est 3 000 que si elle est seulement de 1 000 parce que sur 1 000 on est à 80 % d'utilisation du crédit. Donc, encore une fois, on perd des points parce que là, le prêteur se dit, bien, en fait, les agences de crédit se disent, OK, ici, on a une difficulté à gérer le crédit techniquement, hein, parce que les cartes de crédit, c'est supposé d'être vraiment, on l'utilise, on rembourse, etc. Donc, de ne pas nécessairement traîner des soldes à perpétuité sur ça. De toute façon, ça coûte assez cher en intérêt aussi de laisser les soldes sur les cartes. Ça, c'est important. Ensuite, troisième point, la durée de l'historique de crédit. Donc, des fois, c'est préférable de garder vos cartes qui ont été ouvertes depuis plus longtemps que de les fermer, toujours d'aller rechercher la nouvelle carte du jour parce qu'il y a des promotions à titre d'exemple. Donc, on va prioriser de conserver ouverts vos plus anciens comptes. Donc, ça vous fait gagner quand même quelques points. Aussi, c'est la variété du crédit qui est à votre dossier. Donc, est-ce qu'on a un bon mélange entre des cartes, prêts ou à la limite marge de crédit? Ça aussi, ça peut être intéressant. Évidemment, on vise peut-être 2 à 3 cartes de crédit, un prêt, une marge, ça peut être quelque chose de raisonnable. Quand c'est plus que ça, pas que ça fait perdre des points, mais c'est quand même une capacité d'endettement aussi excédentaire. Dernier point, bien, ça va être le nombre de demandes de crédit ou le nombre d'interrogations au dossier de crédit qui aurait été fait. Donc, idéalement, on vise maximum 2 à 3 demandes par année. Et si jamais vous changez de voiture à titre d'exemple, bien, idéalement, de concentrer votre magasinage dans la même période parce que les demandes de crédit qui auraient été faites dans un délai de, mettons, 2 semaines vont être considérées comme juste une seule demande à la limite. Donc, idéalement, 2-3 demandes par année, c'est ce qu'on viserait. Ça, c'est notre premier point, le crédit. Donc, on voit que c'est quand même important que les prêteurs vont porter une attention particulière, évidemment, parce qu'en hypothèque, on va prêter un montant quand même important, puis ils vont regarder comment vous acquittez actuellement de vos obligations de crédit. Exact, c'est ça. C'est un petit peu comme notre bulletin personnel, hein? Exactement. Maintenant, le deuxième point, c'est tout ce qui est capital qu'on va appeler, c'est vraiment tout ce qui est mise de fonds. Donc, il y a différentes sources possibles de mise de fonds qu'on peut appliquer pour un achat, à titre d'exemple. Donc, des économies que vous auriez dans vos comptes bancaires. Ça peut être de l'argent que vous avez investi dans des comptes épargne libre d'impôt qu'on appelle les CELI. Ça peut être des sous que vous avez dans un régime enregistré d'épargne retraite qui est le REER. Ça peut être tout simplement des placements qui sont non enregistrés. Ça peut être aussi des dons. On en voit de plus en plus, étant donné que bon, le prix des maisons a augmenté. C'est de plus en plus difficile pour les premiers acheteurs d'accéder à la propriété. Donc, il n'est pas rare de voir des parents qui préfèrent donner à leur enfant un certain montant d'argent. Donc, à la limite, avant de décéder, ils veulent voir que ça profite tout de suite à leurs enfants. Évidemment, il faut qu'ils aient la capacité, on s'entend, mais on en voit de plus en plus dans les dossiers. Donc, un don non remboursable fait par un proche parent, père, mère, frère, sœur. Donc, c'est acceptable aussi. Ça peut être la valeur d'un terrain. Donc, le client détient un terrain, veut se faire construire, etc. Donc, ça compte comme mise de fonds aussi. Ah, c'est bon, ça. Je ne savais pas. Oui.
On a même aussi des mises de fonds empruntées qui peuvent être possibles, donc sous forme, admettons, de prêts personnels. La seule chose, c'est que, évidemment, dans nos calculs d'endettement, on va devoir ajouter ce fameux paiement de prêt personnel-là à toutes les autres charges hypothécaires, etc. Donc, il faut des dossiers de crédit quand même assez bons là, quand on se rend au niveau des mises de fonds empruntées. Sinon, grosso modo, pour les montants requis pour l'achat d'une propriété, en règle générale, pour un achat en bas de 500 000, pour soit une unité unifamiliale ou un condo à titre d'exemple, ou même jusqu'à un duplex. Donc, le premier 500 000, on va demander 5 %. Donc, ça représente 25 000. Et si jamais le prix dépassait 500 000, ça sera 10 % à ce moment-là de l'excédent. Évidemment, comme on est en bas de 20 % de mise de fonds, il y aura un assureur hypothécaire. Donc, au Canada, il y en a 3. Vous l'avez peut-être entendu parler, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, que souvent les gens, on mélange les lettres, là, mais l'abrégé, c'est la SCHL. Et il y a Sagen et il y a Canada Guarantee. Donc, ces 3 assureurs-là ont les mêmes taux de prime, mais par contre, ont certaines spécialisations dans certains produits. Si on veut, mettons résidence secondaire, l'autre est plus nouvel arrivant, l'autre est plus travailleur autonome. Donc, c'est plus ça qui fait la différence, dépendamment des dossiers. Mais sinon, on a tous le même taux de prime. Donc, évidemment. Donc, quand on donne plus de 20 % de mise de fonds, quand c'est possible, bien évidemment, il n'y a pas ce coût d'assureur hypothécaire-là qui s'ajoute. Il n'y a plus d'intermédiaire, finalement. Il n'y a que le client et le prêteur. Puis, on sait que quand on devient propriétaire, ça devient... il y a des frais qui viennent autour de ça. Donc, il y a nécessairement des frais de notaire, des fois l'inspection qui est importante, frais d'évaluation, la taxe de bienvenue qui va être un droit de mutation, donc de la ville qui va vous accueillir, elle va être fièrement fière de vous envoyer son état de compte, en fait. C'est une taxe qui est payable une seule fois. Il va y avoir des ajustements de taxes au notaire, justement, parce que le vendeur pourrait avoir déjà payé toutes les taxes municipales et scolaires à l'avance. Donc, le notaire s'occupe de faire les ajustements à cet effet-là. S'il y avait un assureur hypothécaire en dossier, mais il y a la taxe sur la prime qui, elle, on doit la payer à part. Frais de branchement, frais de déménagement, la bière, la pizza, etc. Oui, et on oublie aussi que si on était en logement puis qu'on s'achète une maison, bien, il va falloir s'acheter une tondeuse. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'hiver? Est-ce qu'on va s'acheter une souffleuse, une pelle ou si on va engager un déneigeur? Donc, des petites choses importantes à penser. Hein. Si la maison est plus grande que le logement, on va vouloir la meubler. Donc, tout à fait. Puis, c'est un peu pour ça qu'on voit que le prêteur va demander à avoir 1,5 % du prix d'achat, en plus du 5 % de votre mise de fonds, que vous avez de côté pour venir au moins montrer que vous avez quand même des ressources là, financières de côté pour payer ces frais-là. Mais entre toi et moi, Barbara, ça coûte plus cher qu'1,5 % dans la réalité. Oui. Ça pourrait même aller jusqu'au double facilement. Là. Donc, mais au moins, le prêteur, ce qu'il veut voir, c'est qu'on a au moins 1,5 % du prix d'achat additionnel à part de la mise de fonds pour parer là, à ces différents coûts-là qui évidemment, que c'est effectivement, tu as tout à fait raison. On veut s'installer, mettre des rideaux, peinturer, mettre ça à notre goût. Aussi, il faut savoir qu'on peut faire, je ne l'ai pas mis dans mes diapositives, mais c'est possible de faire des achats rénovation qu'on appelle. Donc, on peut inclure avec l'achat donc des travaux qu'on voudrait faire. Donc, mettons, vous achetez pour 300 000, mais que vous voulez ajouter, je ne sais pas moi, 40 000 de travaux parce que vous voulez, je ne sais pas moi, absolument refaire la cuisine ou salle de bain. Puis, admettons que c'est 340 000. Donc, ça serait 5 % mais du 340 000. Donc, au lieu de demander 15 000 de mise de fonds, ça serait 17 000 qui serait demandé.
Mais à ce moment-là, ça peut être pratique parce que le paiement hypothécaire, évidemment, va toujours être plus bas que si on avait notre prêt hypothécaire de base, puis financer un autre 40 000 à part sous forme de prêt personnel ou autre. Donc, la combinaison de ces deux-là, donc toujours intéressant de faire un achat-rénovation quand c'est possible. Il y a certaines règles à respecter, mais que les clients peuvent penser à ça souvent avec les prix des propriétés en vigueur actuellement. Des fois, les maisons nécessitent quand même un petit peu d'amour et des fois, des rénovations s'avèrent nécessaires. Donc, parfois, de pouvoir l'inclure dès l'achat, ça peut être intéressant au niveau du budget, là, finalement. Troisième point, donc votre capacité. Donc, on va vraiment décortiquer ça aussi en préqualification. Quand je demande au niveau du travail, bon, je demande des documents au niveau des revenus. Ça me permet vraiment d'avoir une bonne idée de la situation. Évidemment que les ratios d'endettement vont être calculés basés sur ces revenus-là. Puis dans toute l'amalgame des types de travail que les gens peuvent faire, bien évidemment, on peut être salarié, on peut être travailleur autonome, mais même à l'intérieur du type de salarié, il peut y avoir tellement de types de salariés, en fait. Donc, ça peut être, est-ce que vous êtes temps partiel, régulier, avec des heures garanties? Est-ce que vous avez un salaire de base? Est-ce que vous êtes en probation? Est-ce que, justement, est-ce que vous êtes permanent, etc.? Est-ce que vous êtes en congé de maternité? Avez-vous des revenus d'invalidité, des revenus de placement, des revenus de logement locatif? Donc, il y a tellement de types de revenus et chaque prêteur ne les considère pas nécessairement de la même façon. Les revenus d'allocation familiale, à titre d'exemple, certains prêteurs ne les considèrent pas du tout. Certains prennent les allocations fédérales seulement, certaines prennent les allocations fédérales et provinciales. En plus de ça, des fois, on met des barèmes, OK, tel prêteur, lui, il faut que les enfants aient moins de 12 ans, un autre, c'est moins de 14 ans. Alors, tu sais, des fois, on en perd notre latin, là. Donc, C'est pour ça que c'est important un courtier hypothécaire parce que toi, tu connais toutes les places, tous les critères là, de chacun. Exactement. Donc, déjà, quand j'en sais un peu plus au niveau de l'emploi, donc disons si la personne, elle vient de changer d'emploi puis elle est en période probatoire, c'est vraiment pas tous les prêteurs, la majorité, c'est vraiment une minorité qui va accepter ce type de dossier-là. Donc, on sait déjà où enligner un petit peu notre dossier, là. Et des fois, c'est pas... Sandra, est-ce que je peux t'arrêter? Je m'excuse. On va revenir juste au point 2. Il y a quelqu'un qui demande le frais de démarrage de 1,5 %, est-ce qu'il peut être cherché dans la marge de crédit? On pourrait, effectivement. Et encore une fois, ça dépend des prêteurs. Donc, certains vont le permettre, mais ils vont le calculer des fois différemment. Donc, mettons que c'est 3 000 à titre d'exemple. On peut l'ajouter en solde fictif sur une marge de crédit. On va calculer 3 de ce nouveau solde-là dans les dettes, si on veut. Et si ça fonctionne au niveau des ratios, ça peut être acceptable. Donc, il y a des prêteurs qui fonctionnent comme ça. Il y en a d'autres qui prennent le frais de démarrage. Ils vont le diviser par 12 tout simplement. Donc, ça peut être plus pénalisant. Il y en a d'autres qui vont prendre le frais de démarrage. Ils vont le mettre au taux de qualification de la Banque du Canada à 5,25 sur 25 ans. Bref, ça peut être très, très varié. Donc, encore une fois, si c'est votre cas, bien, c'est au cas par cas. Donc, on peut cibler les prêteurs à ce moment-là pour vous avantager le plus possible. Merci beaucoup. Alors, je te laisse continuer avec le calcul du ratio d'endettement. Parfait. Donc, pour conclure au niveau des salariés, si ce n'est pas un emploi qui est permanent, donc si on a un temps partiel régulier ou si il y a des bonnies, des temps supplémentaires, des choses comme ça, idéalement, c'est d'avoir 2 ans d'historique. Comme ça, on peut faire une moyenne des revenus des 2 dernières années. Et sinon, il y a des travailleurs autonomes aussi. Donc, idéalement, encore une fois, au niveau des prêteurs traditionnels, ils vont demander d'être travailleurs autonomes depuis 2 ans. Donc, on prendrait la moyenne, dans le fond, des 2 années d'impôt. Et encore une fois, bien, différents prêteurs peuvent avantager différemment
les travailleurs autonomes. Donc, encore une fois, de consulter un courtier peut être une façon de maximiser votre emprunt aussi. On sait des fois, les travailleurs autonomes, ce n'est pas toujours évident au niveau de la qualification. Donc, l'avantage courtier est là, assurément. Essentiellement, je ne vais pas entrer dans l'hyper détaillé, mais il y a 2 ratios d'endettement que les prêteurs vont calculer. Donc, l'amortissement brut de la dette, qu'on appelle ABD. Et essentiellement, on va calculer on le voit ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est le versement ici, capital, intérêt, taxe, chauffage. Donc, versement capital, intérêt, plus les taxes municipales et scolaires de l'immeuble, le chauffage, 50% des frais de condo, tout ça divisé par vos revenus bruts. Donc, grosso modo, il y a une législation qui fait en sorte que maintenant, tous nos prêts hypothécaires, on doit les qualifier non pas sur le taux du contrat du client, donc le taux réel qu'il obtiendra, mais sur un taux de qualification qui est plus élevé. Donc, ils appellent ça le test de résistance, ou en anglais, le stress test. Donc, c'est pour s'assurer justement que le client, étant donné qu'il y avait les taux très, très bas, donc si jamais il y avait des hausses de taux, que le client, à l'échéance de son terme, se qualifie toujours finalement. Donc, actuellement, on vous qualifierait soit au taux offert, qu'on va ajouter 2 à ça. Donc, si c'est, je ne sais pas moi, 3,5 on ajoute 2 donc ça se fait 5,5 notre taux de qualification. Donc, on va calculer notre versement hypothécaire comme si votre taux était de 5,5 C'est vraiment pour les calculs de ratio d'endettement. Et comme je vous disais, on ajoute à ça taxe municipale et scolaire de l'immeuble. Donc, disons, en comparaison avec quelqu'un qui est locataire, qui a son revenu, son paiement de loyer, évidemment, le propriétaire, lui, aura son versement capital intérêt, mais devra considérer les taxes municipales et scolaires qu'il devra gérer quand même. On calcule à peu près 125 de chauffage par mois. Et tout ça, c'est sur les revenus bruts. Donc, qui dit brut dit vos revenus. Disons, si on a une lettre d'emploi qui dit que vous gagnez 50 000 par année, on va prendre 50 000 par année. Mais vous, ce n'est pas 50 000 que vous recevez net dans votre compte, évidemment. Donc, quand on regarde ici notre pourcentage, que certains prêteurs, selon les codes de crédit de vos dossiers, permettent entre 35 jusqu'à 39 de vos revenus bruts juste pour les frais de logement, c'est quand même important. Donc, ça, il faut en tenir compte aussi. Puis on va le voir tantôt, je vais vous parler un petit peu de budget à la fin de cette section aussi. Et donc, ça, c'est notre premier ratio d'endettement qu'on va calculer. Et le deuxième, qu'on appelle l'amortissement total de la dette. Vous remarquez que ce sont les mêmes choses ici en haut, donc capital, intérêt, taxe, chauffage, et on va aller chercher toutes les autres dettes qu'on voit au dossier de crédit. Donc, si vous avez des soldes de carte de crédit, on va prendre, ça dépend des prêteurs, soit 3 ça peut être jusqu'à 5 des soldes, qu'on vous calcule, on vous calcule une dette en conséquence. Même chose pour les marges de crédit, sauf que ça va être 3 des soldes de marge de crédit et non pas des limites. Et si évidemment vous avez des prêts auto, des choses comme ça, on va calculer évidemment la mensualité. Donc, quand on prend vraiment les charges hypothécaires du départ, puis qu'on ajoute tous ces dettes-là qu'on voit au dossier de crédit, toujours, encore une fois, divisé par vos revenus bruts, il ne faut pas que ça dépasse 42 à 44 de vos revenus, encore une fois, selon votre code de crédit. Donc, ça représente quand même pas mal au niveau de votre budget. Fait que, évidemment, tout le dossier tient dans le fond, en fonction des revenus gagnés par le client et de ce que le prêteur considère, lui, comme des revenus qu'il peut utiliser. Fait que, donc, ça, c'est important. Votre code de crédit, évidemment, est important, comme on l'a dit. Et comme on disait, nous, tous nos calculs sont faits sur des revenus bruts, alors que vous vivez avec des revenus nets.
Fait que c'est super important. C'est 39% des charges de votre revenu brut qui seraient liées juste à l'habitation. C'est quand même beaucoup. Et dans le fond, en plus, c'est que quand on regarde vos dettes, on parlait tout à l'heure, on regarde juste ce qui apparaît à votre dossier de crédit, mais on a tous d'autres coûts. Là. Je veux dire, tout le monde, on mange, on a des dépenses d'épicerie, d'essence, d'assurance, loisirs, etc. Donc, l'importance de faire un bon budget, puis je pense, Barbara, tu es la personne toute indiquée pour conseiller aussi les clients à cet effet-là. C'est vraiment la base, je vous dirais même, de faire son budget avant même de penser à acquérir une propriété. Donc, vous pouvez faire des scénarios pour voir si ça fait du sens aussi dans au niveau de vie que vous voulez maintenir, etc. Et souvent, ce que je dis à mes clients, si votre loyer actuel est de 1 000 $ et que quand on fait les calculs ensemble, puis qu'on calcule que le versement hypothécaire, capital intérêt et les taxes municipales scolaires totalisent, admettons, 1 800 par mois, bien, est-ce qu'actuellement, le client est en mesure d'épargner 800 par mois? Parce que dans la vraie vie, ça va être ça l'effet net sur son budget. Donc, souvent, quand on s'y prend un peu d'avance au niveau de la préqualification hypothécaire, je vais dire à mes clients, essayez de l'économiser pendant, à la limite, pendant 1 an. Donc, à la fois, on travaille à 2 niveaux. Première des choses, on accumule une mise de fonds. Puis, deuxième chose, c'est que vous avez vu, c'est que ça va être quoi l'effet sur votre budget quand vous allez acquérir la propriété. Sauf que si, finalement, vous réalisez que ça n'a pas de bon sens, bien, au moins, vous n'avez pas procédé à un achat, puis votre maison n'est pas devenue une cage dorée non plus. Là. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Barbara. C'est exactement ce que je voulais dire. Il ne faut pas que la maison devienne une prison. C'est super important, on est malheureux, puis ce n'est pas ça qu'on veut. Ben non, exactement. Sinon, quatrième point que les prêteurs vont quand même considérer, donc est-ce qu'il y a une stabilité de domicile, est-ce qu'il y a une stabilité d'emploi, ou même si on change d'emploi, si on est dans le même domaine. Donc, c'est des choses qu'on va regarder aussi. Justement, est-ce que c'est une permanence dans l'emploi? Est-ce que c'est un travailleur autonome? Aussi, une fois la transaction qui va être effectuée, est-ce qu'il reste de l'argent? S'il arrive un pépin, on sait qu'on devient propriétaire, on ne peut plus appeler notre propriétaire quand on est locataire pour dire, écoute, il y a telle chose, ça coule, j'ai un dégât d'eau, etc. Donc, comme propriétaire, on n'a pas le choix, on se débrouille. Puis si on n'a pas d'autres sous de côté, bien, on ne veut pas que ça devienne ou ça reste une spirale dans le crédit non plus. Le prêteur quand même considère ça aussi. Et aussi les habitudes de remboursement en général du client. Donc, ces 4 premiers points-là, c'est ça qu'on peut aller creuser dès le départ. Donc, je dis toujours à mes clients que je travaille beaucoup plus fort en préqualification. On sait que quand on commence les démarches de magasinage et tout ça, et qu'on a finalement une offre acceptée, c'est quand même stressant. Donc, le moins de stress qu'on peut avoir au moment de l'achat, c'est préférable. Moi, je préfère vraiment travailler beaucoup plus fort en préqualification. Comme ça, je suis à l'aise d'émettre une lettre de préqualification. Et à ce moment-là, l'achat se déroule comme sur des roulettes par la suite. Et c'est sûr qu'une préqualification, par contre, n'est pas garante d'une approbation finale non plus, puisque l'élément qu'on ne connaît pas, c'est la fameuse propriété qui va avoir été choisie. Donc, le prêteur et ou l'assureur, dans certains cas, pour eux, c'est super important aussi cet élément-là. Donc, ils vont regarder tout ça en détail, la fiche de la propriété, la déclaration du vendeur, qui est un document qui est lié à l'immeuble, que le vendeur complète sur plein d'éléments de la propriété. Donc, ça, c'est très révélateur aussi pour le prêteur. Donc, ultimement, c'est lui qui a la décision finale. Est-ce que c'est une bonne garantie pour lui? Est-ce qu'elle est bien localisée? C'est quoi l'état général? Est-ce qu'il y a eu des fissures, des problèmes d'infiltration d'eau? Est-ce que ça a été réglé? Donc, voilà, c'est un peu tout ça aussi qui fait qu'on arrive finalement à une transaction finale. Oui, puis faut rappeler que l'hypothèque en tant que telle, le terme hypothèque veut dire je donne ma maison en garantie, donc je m'assure que je donne un bien qui est correct pour la garantie. Tout à fait, tout à fait. Puis, de façon générale, nous, on veut travailler pour voguer vers une approbation finale hypothécaire
Idéalement, on veut viser au moins 3 points forts sur 5, là, sur les 5 sites de crédit qu'on a vus. Dans le fond, nous, on est là comme courtier pour mettre en valeur vraiment les forces de votre dossier. Puis, donc, comme je vous dis, et on est là aussi pour ne pas. Ben, en fait, on explique les points faibles qu'il pourrait y avoir aussi à votre dossier. Donc, des fois, oui, vous avez des points faibles, mais ça s'explique aussi. Donc, on vient vraiment mettre l'histoire puisque on est vraiment l'intermédiaire. Le prêteur ne vous verra jamais. Et donc, on est vraiment les représentants, les yeux du prêteur à la fois, mais en même temps, une aide pour le client. Alors, c'est le fun de savoir qu'on n'est pas obligé d'être parfait dans tout ça. Quand tu mentionnes là, au moins 3 points forts sur 5, mais de tous les connaître, au moins, ça nous donne une bonne idée vers quoi on devrait se diriger. Tout à fait. Super. Et là, maintenant, tu nous parles de la partie que tout le monde attend, les taux d'intérêt. Donc, j'ai très hâte de t'entendre là-dessus, Sandra. Ben oui, tout à fait. Donc, c'est d'actualité. En plus, hein, demain, il y a la Banque du Canada, justement, qui va statuer demain matin sur la direction que va prendre son taux directeur. C'est sûr qu'on s'attend à une hausse. De combien? Certains parlent de 0,25, d'autres parlent de même 0,50 d'un seul coup. Effectivement, il y a l'inflation, il y a plein d'éléments qui sont survenus, qui font en sorte que la Banque du Canada, on s'attend à ce qu'il y ait une hausse de taux, mais de 0,25, 0,50 pour demain. Bref, on le saura demain matin. Mais grosso modo, pour vous expliquer un peu, il y a tellement de types de taux d'intérêt. Donc, rapidement, il y a des taux qui existent pour des termes ouverts, puis il y a des taux qui existent pour des termes fermés. Les taux ouverts sont moins connus, je vous dirais, sont moins utilisés aussi parce que, un, ils sont souvent plus hauts. C'est vraiment, dans le fond, entre deux transactions, quelqu'un a un prêt qui est à échéance, puis on avait décidé de transférer leur prêt à une autre institution financière, mais il y a un peu de délai, donc on va préférer renouveler à terme ouvert. Donc oui, mettons autour de 6 % mais c'est quelques jours seulement, le temps que la transaction se fasse. Ou, à titre d'exemple, un client qui a une échéance prochainement et qui vend à une date, je ne sais pas moi, un mois ou deux plus tard, il ne va pas renouveler à taux variable avec une pénalité de 3 mois d'intérêt. On va préférer utiliser le taux ouvert temporairement pour éviter la pénalité, en fait. C'est l'avantage du taux ouvert. Sinon, pour la plupart, ce sont des taux fermés. Donc, ça peut être variable ou fixe, mais un terme fermé qu'on appelle. Donc, que ce soit taux variable ou fixe, il y aura une pénalité s'il y a un bris de contrat. On va en parler un peu plus loin. Donc, pour tout ce qui est taux variable, c'est basé sur le taux préférentiel en vigueur. C'est sûr qu'aujourd'hui, il est à 2,7 et souvent, les taux variables au niveau hypothécaire, ils vont être minorés, c'est-à-dire qu'on va appliquer un rabais de taux. Donc, admettons qu'on pourrait avoir aujourd'hui une hypothèque à taux variable à 1,65. Donc, ça veut dire que c'est le taux préférentiel de 2,7 moins un rabais de 1,05. Donc, pendant notre terme, admettons, de 5 ans, le rabais de moins 1,05 va rester le même. Mais c'est le taux préférentiel qui va changer. Donc, à la hausse ou à la baisse, c'est sûr que ces temps-ci, comme on parle, le 2,7 pourrait devenir 2,95 ou un autre 0,25 de plus également. Donc, ça dépendra du taux que la tendance que la Banque du Canada va décider demain. Et si quelqu'un a une hypothèque à taux variable, bien, c'est 3 mois d'intérêt si jamais il y avait un bris de contrat, c'est-à-dire que si on ne conserve pas l'hypothèque pour les 5 années, à titre d'exemple. Aussi, en général, les paiements hypothécaires pour quelqu'un qui a une hypothèque à taux variable, donc en général, ça va affecter votre versement. Donc, la plupart des prêteurs, s'il y a une hausse de taux, souvent que dans la semaine qui suit ou le mois qui suit, le nouveau taux est ajusté et ça vient influencer le montant de votre paiement hypothécaire. Chez certains prêteurs, par contre, il y en a certains qui vont accepter de fixer le paiement. Une fois que le prêt est déboursé, donc vous gardez le même paiement hypothécaire.
tout au long de votre terme. Donc, ça peut être quand même intéressant pour aussi des premiers racheteurs dans le sens où le paiement sera le même. Donc, au niveau du budget, ça reste assez simple à budgéter, si on veut. Par contre, ça va avoir un impact sur votre solde prévu à l'échéance, évidemment, parce que si vous mettiez 1 000 $ par mois de versement, et au départ, je donne un exemple, c'était, je ne sais pas moi, 600 en capital, 400 $ en intérêt, et que les taux augmentent et que votre 1 000 $ ne change pas, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, ça sera peut-être 500, 500. Donc, 500 sur le capital, 500 en intérêt. Donc, vous allez en appliquer moins que prévu sur votre capital. Donc, je vous dirais que aussi le choix ultime du variable, du fixe, c'est vraiment, tu sais, il n'y a pas de recette magique. Il faut être à l'aise, il faut bien connaître aussi les différences. Et c'est vraiment une décision plus individuelle qu'on fait avec le client. Tu sais, je n'ai pas de recette magique ce soir à vous dire qu'est-ce qu'on devrait faire à notre renouvellement hypothécaire, est-ce qu'on devrait prendre une variable fixe. C'est vraiment une discussion qu'on doit avoir aussi. Ça doit dépendre aussi de notre budget, là, savoir est-ce qu'on est capable d'accepter de payer si jamais il y avait une hausse des paiements à faire. Notre budget rentre en ligne de compte. Puis, est-ce qu'on a la capacité d'accepter ce risque-là, ce qu'on appelle la tolérance au risque, finalement? Donc, ça vient jouer. Tout à fait, mais tu sais, je te donne un exemple. J'avais une cliente qui était un peu inquiète. Tu sais, elle entendait dans les nouvelles, là, il va y avoir des hausses de taux, etc. Elle était à taux variable, tu sais. Fait que là, je lui ai vraiment donné un exemple concret. Je dis, écoutez, vous avez un petit solde quand même, je pense que c'était 130 quelques mille. Et je dis, admettons là, que le taux variable là, augmentait de 2 là, donc il y aurait quand même quelques hausses. Là. Donc là, j'ai fait vraiment son scénario avec son sol. Je dirais que ça va changer votre paiement hypothécaire d'environ 30 $ de plus par semaine. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous empêcher là, de. Est-ce que c'est dramatique dans votre budget ou fait que là, elle était vraiment, elle dit ben non, c'est rien. Donc, vraiment, des fois, de mettre des chiffres de l'imager, ben, le client peut vraiment visualiser le tout puis voir s'il est confortable aussi. Ou, comme on dit, si le client est chez un prêteur à taux variable, mais avec un paiement qui est fixe, donc des fois peut quand même apporter une certaine tranquillité d'esprit. Mais encore une fois, certains vont dire OK, mais actuellement, il y a presque 2 quand même de différence entre le variable puis le fixe. Donc, là, il se dit pourquoi je vais tout de suite payer plus cher, dans le fond. Donc, des fois, ce qu'on fait comme stratégie, c'est certains vont prendre le taux variable, mais on va appliquer un paiement équivalent comme s'ils avaient pris un taux fixe à titre d'exemple. Donc, pendant que leur solde est plus élevé, on vient appliquer plus de sous directement sur le capital parce que les taux d'intérêt variables sont plus bas. Et à ce moment-là, justement, profite du fait que les taux sont plus bas. Donc, ça dépend. C'est vraiment un choix personnel rendu là, mais c'est des choses à discuter, faire des scénarios, évidemment, pour voir si ça convient. Ouais. Sinon, bien, il y a les taux fixes. Souvent, c'est des termes d'1 an à 5 ans. 5 ans étant le plus populaire, qu'on voit partout sur Internet. Souvent, c'est les taux les plus publicisés. Mais il existe quand même les termes plus longs, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Donc, peut être intéressant. Ben, ça dépend. J'ai quelques clients qui ont pris du 7 ans, mais c'est vraiment un choix personnel. Quand on prend un taux fixe, il faut être conscient par contre qu'au niveau de s'il y a un bris de contrat pendant les 5 années, la pénalité va être plus élevée. Dans le fond, elle va être la plus élevée il y a 2 calculs qui sont faits, 3 mois d'intérêt ou le différentiel de taux d'intérêt. Et en plus, c'est que le calcul de différentiel de taux d'intérêt n'est pas nécessairement le même d'un prêteur à l'autre. Puis de façon générale, les pénalités des prêteurs qu'on dit virtuels sont beaucoup moins élevées que celles des grandes banques, tout simplement parce que quand ils prennent la comparaison au niveau des taux, ils vont utiliser les taux courtiers qui sont plus bas d'emblée que les taux réels des banques. Mais encore une fois, je ne vais pas faire un cours sur les pénalités non plus. Un courtier hypothécaire peut vous conseiller aussi à ce sujet-là, évidemment. Mais c'est un point qui est très, très, très important.
à connaître parce que moi, j'ai eu beaucoup de clients qui ont brisé leur hypothèque avec des pénalités de 10, 11, 12 000 $. C'est pas le fun. Non, fait qu'on essaie de les éviter le plus possible. Donc, idéalement, soit de refaire une nouvelle transaction avec le même prêteur pour essayer d'amoindrir un peu la pénalité, mais dans certains cas, il y a vraiment vente et il n'y a aucun rachat de propriété. Donc, on ne peut pas transporter l'hypothèque actuelle vers une autre propriété. Donc, c'est là que ça devient problématique. Et puis, des fois, comme je vous disais au départ, ce n'est pas juste le taux qui compte. Donc, malheureusement, il y a des couples qui se séparent. Puis 5 ans, ça peut être quand même long dans une vie si vous reculez d'où vous étiez il y a 5 ans. Des fois, il y a un monde là, qui s'est écoulé et pourtant, le marketing hypothécaire est vraiment fait sur un terme de 5 ans. Mais il y a un grand pourcentage de gens qui, dans le fond, n'arrivent pas à leur terme de 5 ans, effectivement. Fait que, faut qu'on regarde ça attentivement. Et comme on disait, ben, le taux, c'est important, effectivement, mais est-ce que c'est le meilleur produit pour vous dans votre situation? On ne peut pas comparer à votre voisin qui vous dit hey, moi, j'ai renouvelé à tel taux ou j'ai eu telle chose. Premièrement, c'est déjà passé. Fait que, souvent, ces temps-ci, on a des hausses presque tous les jours ou des avis que les taux changent, etc. Donc, il faut vraiment se baser en premier sur est-ce que c'est vraiment le bon produit pour vous. Puis, comme on dit, on voit plusieurs taux circuler sur Internet, mais il faut aller vraiment un peu plus loin. Donc, qui est le prêteur? Est-ce que ce taux-là s'applique vraiment à votre transaction que vous apprêtez à faire? C'est quoi les autres conditions qui sont liées au produit? Parce que certains produits qui sont hyper limitatifs, donc des fois, ça vous empêche de transférer votre prêt d'un prêteur à l'autre. Si un autre prêteur vous offrait des meilleures conditions, vous ne pouvez même pas. Donc, vous devez vraiment rester là toute la durée de votre terme, à moins de vendre, évidemment. Si, admettons, vous voulez refinancer votre propriété en cours de terme, des fois, il faut reprendre un nouveau terme de 5 ans parce que le produit que vous avez choisi au départ n'existe que dans le terme de 5 ans. Donc, admettons que vous avez fait 4 ans sur vos 5 années et vous avez besoin d'un refinancement, vous devez reprendre un nouveau terme de 5 ans. Donc, des fois, pas toujours évident. Des fois aussi, on ne vous permet pas de faire autant de remises en capital, en fait, sur ce prêt-là, parce qu'il y a eu des bénéfices donnés au départ, mais donc plus limitatifs par la suite. Et parfois même, c'est des produits qui ont des plus grandes pénalités, donc encore plus dispendieux que le 3 mois d'intérêt ou que le différentiel de taux d'intérêt. Donc, ça peut faire une différence. Donc, il faut aller vraiment au-delà du taux d'intérêt. Autre petit truc aussi, en refinancement hypothécaire, il y a certains prêteurs qui permettent de considérer juste l'ATD, qui était notre deuxième ratio tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait l'ABD, qui était limité à 39 pour nos charges hypothécaires. Puis, quand on ajoutait toutes les autres dettes, on pouvait aller jusqu'à 44 dans un certain dossier, mon client était chez un prêteur qui calculait les deux ratios et il voulait faire un refinancement. Sauf qu'avec ce prêteur-là actuel, il était quand même limité à cause du fameux premier ratio d'endettement. Tandis qu'avec moi, il voulait, puis lui, c'était vraiment important d'aller chercher le maximum possible sur sa propriété. Donc, à ce moment-là, on a opté pour le prêteur qui, quand c'est des beaux dossiers, évidemment, on peut aller faire des refinancements. Donc, on oubliait le premier ratio et on pouvait aller jusqu'à 44 Donc, lui, il a pu aller chercher un bon 40-45 000 de plus juste par cette option-là. Mais comment il l'aurait su autrement que, à moins de cogner à toutes les portes des prêteurs? Donc, économiser du temps aussi en faisant affaire avec moi. Aussi, bien, il y a un dossier qui peut être refusé par un prêteur, mais il pourrait être accepté par un autre. Donc, ça dépend vraiment des créneaux aussi que certains prêteurs préfèrent que d'autres. Donc, ça peut être intéressant. Aussi, tout ce qui calcule des gens qui détiennent des immeubles locatifs. La qualification peut être plus facile avec certains prêteurs que d'autres. Donc, on peut venir maximiser soit un montant d'achat éventuel ou on peut même venir maximiser un montant de refinancement aussi. Donc, ça peut être super intéressant. Sinon, une garantie collatérale qui est possible,
sans entrer trop dans les détails, mais essentiellement, disons, un petit couple, ils veulent acheter une propriété, ils n'ont pas de mise de fonds. Admettons que les parents, à titre d'exemple, ont soit une hypothèque, soit une propriété libre d'hypothèque, ou si par chance il fait affaire avec le bon prêteur qui lui permet les garanties collatérales. Donc, pourrait, admettons, je donne un exemple, il donne les achetait à 300 000, mais le fameux 20 requis de mise de fonds pourrait être, dans le fond, le prêteur vient chercher un lien sur l'autre propriété, mettons des parents, et pour l'équivalent du 20 ce qui fait que le petit couple, oui, on les finance à 100 mais ça évite la fameuse prime de l'assureur. Ça leur permet d'accéder à la propriété aussi. Donc, en tout cas, des petits trucs qui peuvent être faits à ce niveau-là. Aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un rachat de parts, donc il y avait une séparation. Et c'est le monsieur qui voulait racheter la part de madame dans la propriété, mais il était travailleur autonome et il avait très peu de revenus déclarés. Donc, comment on réussit à le qualifier à ce moment-là? Donc, c'était grâce à un des prêteurs alternatifs avec qui on travaille. Donc, on avait pris ses relevés d'entreprise, de dépôt, au compte entreprise pendant les 3 derniers mois. On les avait annualisés. On avait considéré quand même quelques dépenses, mais on avait pu utiliser ce revenu verbalisé-là pour se qualifier. Donc, ça n'aurait jamais passé avec les règles traditionnelles des prêteurs non plus. Sinon, on fait même aussi des hypothèques inversées, donc ça s'adresse plus à une clientèle de 55 ans et plus. Dans ce cas-ci, c'était une retraitée nouvellement veuve qui, là, perdait le revenu du conjoint à ce moment-là et qui n'arrivait plus, là, c'était difficile pour elle de payer l'hypothèque. Elle avait besoin de faire des rénovations à l'immeuble, donc on avait pu mettre en place une hypothèque inversée pour lui permettre de juste ne plus avoir de paiement, faire ses travaux aussi. Donc, ça peut être super intéressant. En gros, si on veut résumer, bien, votre situation est vraiment unique. Donc, que ce soit vous préparez un achat ou vous avez une échéance hypothécaire, vous voulez regarder des options de refinancement, je vous dirais de consulter un courtier hypothécaire avant de prendre votre décision finale. Vous pourriez être gagnant dans la transaction. Merci beaucoup, Sandra. On a une question. Il y a une personne qui demande est-ce que d'avoir plus cartes de crédit sans dette sur celles-ci peuvent affecter l'approbation d'une hypothèque? Que j'imagine, elle voulait dire plus d'une carte de crédit sans dette, qu'elle ne doit rien sur ses cartes de crédit. Est-ce que... C'est correct. C'est correct. Si justement, vous avez quelques cartes de crédit, puis qu'elles sont toutes, admettons, à zéro, des soldes bas, c'est correct, comme je vous dis. Ça démontre que vous avez à la limite une possibilité d'endettement, mais que vous n'utilisez pas. Donc, vous faites une saine gestion de vos dettes là, à ce moment-là. Il n'y a pas d'inquiétude. Super. Un gros merci, Sandra. C'était très instructif. Ça va aider, j'espère, les gens à mieux se préparer avant de dire je vais faire une première hypothèque. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés ce soir et on se dit à bientôt. Parfait. À bientôt.